Salut la compagnie! Bienvenue dans cette toute première édition de Retour au prêt, le podcast culturel animé par vos bibliothécaires de quartier. Je m'appelle H. Denisti et je vous parle depuis la bibliothèque Duc-le Centre. Pour m'accompagner dans ce premier épisode, j'ai le plaisir de vous présenter Élise Oral. Bonjour Élise. Bonjour H. Comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Bah écoute, le réveil fut difficile, mais on va faire des étincelles pour ce premier épisode. Allons-y. Du coup, dis-nous tout. Qui es-tu? Eh bien, je suis la responsable de la bibliothèque Duc-le Centre, qui fait actuellement partie des 4 bibliothèques publiques francophones d'Uccle, donc à savoir les bibliothèques du Hamborg, du Centre, du Phare, qui sont communales, et la bibliothèque du Merlot, qui est associatif. Notre bibliothèque est une ancienne maison de maître de 3 étages avec un jardin en plein cœur du centre historique d'Uccle. Nous avons une section adulte, une section jeunesse, sans oublier aussi notre espace numérique où les usagers peuvent avoir un accès à Internet. Notre rôle ici est de développer l'offre de lecture publique à destination de l'ensemble des habitants du territoire uclois. Et du coup, comment est-ce qu'on s'y prend concrètement? Que fais-tu ici? Eh bien, mon poste est un poste de direction. Je coordonne l'organisation et la mise en œuvre du service de la bibliothèque avec l'appui de l'équipe. J'assure la bonne gestion des animations organisées par la bibliothèque, aussi bien auprès d'un public généraliste, adulte-enfant, qu'auprès de différents publics jeunesse, élèves des écoles, usagers de préscolaire, etc., afin de valoriser les activités de la bibliothèque et toujours avec l'aide et le soutien de l'équipe. Puis il y a la gestion du bâtiment, la gestion de l'équipement, la gestion administrative, la gestion du personnel. Nous avons quand même une équipe composée de 8 superbes bibliothécaires. L'élément central de notre métier est le service public, l'accueil du public, le contact, la transmission. C'est la médiation entre la lecture, la littérature et le public. Donc nous pouvons dire que c'est la transmission de notre amour de la lecture, des découvertes littéraires. Voilà pour moi, à ton tour de te présenter. Ben oui, donc comme je l'ai dit tout au début, je m'appelle H. Denisti. Je suis en année diplômante à l'IESID, qui est une école pour devenir bibliothécaire. Et donc je suis en train de faire mon travail de fin d'études. Pour ceux qui ne m'auraient pas encore vu au comptoir de prêt, je suis stagiaire à la bibliothèque Duc-le Centre et je le serai jusque fin mai. Et d'ici là, je serai avec vous pour animer ce podcast. Du coup, tu nous as parlé un petit peu de tous les différents rôles d'un bibliothécaire. Est-ce que tu pourrais nous dire ce que ça fait concrètement de travailler en bibliothèque? Eh bien, travailler en bibliothèque, c'est super, mais c'est un métier très méconnu. Les gens pensent qu'on lit et qu'on fait chut toute la journée, alors que ce n'est pas du tout le cas. Il y a 1000 choses à faire ici et c'est super chouette de bosser pour servir le service public. Donc, c'est un métier extrêmement enrichissant. On se cultive et on s'enrichit tout le temps. On s'ennuie pas ici, voilà. Bah oui, dis donc, ça a l'air. D'ailleurs, là, en ce moment même, on est en train d'enregistrer un podcast. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Mais parce que tout le monde connaît bien le podcast et il faut dire qu'en ce moment, on en parle de plus en plus. Depuis quelques années aux États-Unis et maintenant en Europe, le podcast connaît quand même un véritable engouement. Nous sommes passés d'une époque où il y avait peu d'offres médiatiques avec l'information linéaire, très peu ciblée, et parfois difficile d'accès, à une époque riche en contenu, disponible à tout moment et partout. Et depuis quelques années, nous sommes devenus des consommateurs extrêmement exigeants. Ce qui est une bonne chose, en fait. Effectivement, nous rationalisons de plus en plus ce que nous consommons en termes de médias. Nous allons plus vite, nous consultons de moins en moins de contenus généralistes et cela au profit de contenus qui répondent mieux à nos goûts et intérêts. Donc là, le podcast répond parfaitement à cette problématique, comme YouTube l'a fait dans le passé avec la vidéo. Donc je pense que le podcast est une manière reposante de s'informer par rapport à la frénésie du web. C'est pour moi un antidote et une solution à la consommation moderne des médias. Du coup, avec ton aide et ton expertise H, nous avons pensé qu'il sera bon de s'approprier cet outil pour parler de ce que nous faisons dans nos bibliothèques, pour faire connaître nos bibliothèques, nos bibliothécaires, partager des informations diverses et variées sur nos événements et bien sûr pour créer et renforcer les liens avec le public et les uclois.
Voilà, tu as parlé de mon aide et de mon expertise et j'ai mentionné tout à l'heure mon travail de fin d'études. En fait, mon travail de fin d'études, c'est ce podcast qu'on est en train de faire en ce moment même. J'avais envie de démontrer que la bibliothèque, c'est pas juste un endroit où on va, mais aussi un endroit qui vient à vous, et en l'occurrence par Internet, par le médium du podcast. Mais ça pourra étonner certains de nos auditeurs pour lesquels il faut quand même dire que dans l'inconscient collectif, une bibliothèque, c'est juste un endroit un peu sinistre où on emprunte des livres dans un silence de mort. Tu veux dire que l'inconscient collectif se tromperait? Eh bien oui, ce sont des clichés. Une bibliothèque est effectivement un endroit où on emprunte des livres, mais c'est aussi un troisième lieu, un tiers-lieu culturel en plein évolution, révolution. C'est aujourd'hui un lieu de rencontre et de sociabilisation qui vient après la maison et le travail. Donc aujourd'hui, on vient à la bibliothèque pour lire, pour travailler, socialiser, bricoler, bouger, apprendre, découvrir, essayer. Donc les bibliothèques sont animées et dynamiques. Et d'ailleurs, l'architecture, le design, l'aménagement d'une bibliothèque contribuent à en faire un environnement accueillant comme un second chez soi. À la bibliothèque du centre, vous pouvez assister à des spectacles, à une heure du conte, suivre une formation, participer à un atelier ou tout simplement demander un conseil et venir emprunter un livre. Profiter d'un accès à Internet et d'un accompagnement vis-à-vis du numérique. Donc la bibliothèque est quand même le seul lieu ouvert à toutes et à tous, sans attente envers les citoyens. Et je tiens à le souligner que l'inscription et les prêts sont gratuits à Uccle. Et ce podcast aussi est gratuit, donc raison de plus de nous écouter. Eh bien, écoutez-nous, sinon on redevient payant. Voilà. Alors, tu l'as dit tout à l'heure, à la bibliothèque, on organise toutes sortes d'activités et d'animations. C'est le cas dans toutes les bibliothèques, mais chez nous, par exemple, il y a 2 semaines, j'ai participé avec les lecteurs à un atelier origami animé par Michael David, un origamiste professionnel diplômé au Japon. Pendant que j'y étais, j'en ai profité pour lui tendre mon micro. On s'écoute ça tout de suite. Petit modèle assez sympa. Donc ça a l'air d'une bouée, d'un donut, ce que vous voulez, mais en fait non, il y a un petit côté magique. Et il faut aussi... C'est ce que j'appelle l'effet waouh dans l'origami. Directement, on a l'impression encore. Ce que vous venez d'entendre, c'est notre réaction à la démonstration du premier modèle d'origami sur lequel on a travaillé ce jour-là. Une sorte de bouée qu'on peut transformer en shuriken. Ça a l'air assez complexe, mais en vrai, c'est simple et élégant. Et toi, Élise, tu n'as malheureusement pas pu participer, tu étais vraiment très occupée. Mais est-ce que tu as tout de même confiance en tes talents d'origamiste ? Eh bien, effectivement, je n'ai pas pu y participer, mais j'ai eu l'occasion de jeter un coup d'œil, du coin de l'œil. Mais nous avons encore 2 ateliers d'origami au mois de mars avec Michael David, qui est quand même le seul origamiste professionnel de Belgique, donc je compte en profiter. J'ai déjà fait des origamis dans le passé grâce à une amie qui m'a appris mon premier pliage. Il m'arrive d'en faire de temps en temps, mais c'est plutôt un passe-temps. Mais je tiens à préciser que l'origami n'est pas que pour les enfants, c'est aussi pour les grands. Il permet de stimuler la coordination spatio-temporelle de nos mains, donc vous apprenez à devenir plus précis et habile, sans compter que cela vous apprend la patience. Ah oui, la patience. J'en ai pour certaines choses, pas tant pour d'autres. Je comprends. Mais voilà, l'origami a beau être simple, c'est pas facile pour autant. On ne devient pas le seul instructeur d'origami diplômé de Belgique par hasard. Non. Comment le devient-on ? Eh bien, Michael David nous l'explique tout de suite. Tout simplement. Non, mais il y a quelques années, il y a maintenant... plus d'une décennie, on vivait au Cambodge et on croisait régulièrement des Japonais qui voyageaient. Et mes enfants étaient tout petits et je trouvais fantastique et très touchant la communication, la relation qu'ils avaient avec des gens de passage comme ça, qui leur façonnaient un petit origami, qui leur montrait comment faire une poule, un oiseau, une tête de chien, n'importe quoi. Et je me suis dit, mais ça, moi, je veux apprendre à faire, ça a l'air génial, c'est vraiment super, je veux absolument. Parce que ça revient à ce que Patricia, c'est ça ? Non, Patricia et Charlotte.
En fait, moi, c'est pas que c'est Charlotte. Ok, donc c'est ce que Charlotte disait. Moi, j'ai travaillé longtemps en insertion sociale avec des personnes primo-arrivantes qui forcément ne maîtrisaient pas la langue. Et donc, il fallait trouver un moyen de communiquer et d'insister sur la valorisation. Et je me disais, mais l'origami, c'est universel, c'est génial. Ouais. Je suis pas forcément obligé de parler, je peux me contenter de montrer les différents pliages et ça fonctionne, les différentes étapes. Et donc voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvé au retour en Belgique. J'ai pas trouvé de cours, j'ai pas trouvé de structure pour apprendre l'origami. Et voilà, je suis parti étudier. J'ai reçu de mon épouse et des enfants pour le jour de mes 40 ans une enveloppe avec un billet d'avion. Et pour les plus cyniques, et maintenant que ça passe à la postérité vu l'enregistrement, il y avait un billet de retour. Et l'adresse d'une école d'origami qu'ils avaient glanée sur internet. Et voilà, et c'est comme ça que j'ai été frappé naïvement. Et au début, je pensais juste... Sans parler japonais. Non, sans parler japonais, sans maîtriser le japonais à ce moment-là. Et voilà, je voulais juste découvrir. Je ne pensais pas en faire un métier à ce moment-là. Mais quand je me suis rendu compte à quel point c'était complexe et vaste, et que ça allait monopoliser énormément de temps pour apprendre, pour simplement maîtriser, et pas se contenter simplement d'avoir 3 ou 4 modèles qu'on connaît, qu'on reproduit voilà, à satiété. Je voulais vraiment comprendre comment ça fonctionne, quel est le moteur derrière. Je me suis dit, mais là, voilà, j'ai pas le choix, il faut que j'en fasse un métier vraiment. Et donc voilà, c'est comme ça que je suis devenu origamiste professionnel. Et, j'ai de la chance pour l'instant, il n'y a pas d'autres fous furieux qui se décident à faire la même chose. Donc j'ai le monopole en Belgique, ça fonctionne bien. Mais parce que je pense que directement, je me suis mis en tête d'en faire un outil et pas une finalité. Donc l'idée effectivement avec vous, c'est de vous montrer comment on peut faire ici des étoiles, voilà, des escargots, des sauterelles, ce que vous voulez, mais l'intention derrière, c'est d'insister sur les possibilités pédagogiques, didactiques, cognitives, valorisantes de la pratique. Et c'est ça qui fait que j'en vis, parce que justement, je n'en fais pas une finalité. Mon intention n'est pas de faire du décoratif. Voilà. Derrière, c'est d'en faire un outil pédagogique, un outil qui aide à fixer des choses, donc principalement dans les mathématiques, la communication des consignes, mais c'est un outil thérapeutique aussi, hein, je travaille vraiment cet aspect-là aussi, c'est assez sympa, ça fonctionne, et voilà, c'est comme ça que j'en suis arrivé à faire ce boulot. Tout le monde a oui, petit papier ? Donc vous pouvez les séparer 4 et 4, hein, donc 4... Voilà, j'espère qu'avoir écouté Michael parler vous aura donné une meilleure idée du genre d'ambiance qu'il peut y avoir lors des animations de la bibliothèque. Et que ça vous aura donné envie, peut-être. Et du coup, si vous avez envie de vous inscrire au prochain atelier origami, comment est-ce que ça se passe ? Eh bien, l'inscription est possible à l'accueil et pour les personnes qui ne souhaitent pas se déplacer, il suffit de nous appeler ou bien de nous envoyer un mail. On est assez réactifs. Attention, les places sont limitées. Premier arrivé, premier servi. Et puis, pour connaître les dates et les horaires de l'atelier d'origami, n'hésitez pas à nous contacter. On espère vous y voir nombreux. Mais du coup, on l'a mentionné tout à l'heure, la bibliothèque organise toutes sortes d'activités. Les origamis ne sont qu'un exemple parmi d'autres. On a d'ailleurs récemment commencé à placarder des affiches un peu partout dans la bibliothèque pour une rencontre avec Adeline Fischer. Est-ce que tu saurais nous en dire plus ? Oui. Alors, nous sommes ravis d'annoncer la rencontre dédicace prévue avec Adeline Fischer le samedi 16 mars, toujours à la bibliothèque du centre, de 16h à 18h. Donc là, elle signe avec L'été du vertige son premier roman graphique, qui est sélectionné notamment au festival d'Angoulême, et c'est une vraie réussite. Donc c'est un livre qui évoque le parcours adolescent de Louise, une adolescente en rupture. Quand elle rencontre Aurora, de nouvelles possibilités germent et son monde prend la tangente. Donc ça sera sous forme d'une rencontre-débat qui permettra au public d'échanger avec Adeline, qui évoquera aussi ses coups de cœur littéraires, tout ça dans une ambiance conviviale. Et puis la rencontre se poursuivra par une séance de dédicace, et la meilleure, c'est que vous avez la possibilité d'acheter le roman graphique sur place. Et ce n'est que la première rencontre de l'année 2024. Parce que oui, du coup, il y en aura d'autres. Même si, je dois bien avouer que pour le moment, c'est cette première rencontre avec Adeline Fischer qui me fait le plus envie. Eh bien, voilà, on arrive tout doucement au bout de ce premier épisode. Merci beaucoup, Élise, de m'avoir accompagnée. Eh bien, merci à toi, H.
Et avant de se quitter, j'aimerais faire passer un petit message d'utilité publique à nos auditeurs. Ah, eh bien justement, peut-être que vous aussi vous les entendez. Nos amis les grenouilles sont sortis cette année un petit peu plus tôt que d'habitude d'hibernation, suite aux conditions plus douces de cette fin de mois de février. On va donc demander à nos auditeurs automobilistes de redoubler de vigilance sur la route, particulièrement après le coucher du soleil, car les batraciens vont commencer leur migration et vont devoir traverser les routes. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir écoutés pour ce premier épisode et on se retrouve très vite. À bientôt. À bientôt.